Nous allons tous combattre pour que le coronavirus ne se propage pas partout dans le pays, n'atteigne pas un grand nombre d'entre nous et ne détruise pas plusieurs vies sur notre territoire. Nous allons tous combattre pour préserver chaque vie humaine menacée. Nous allons tous combattre pour sauver notre économie et notre société de la noyade consécutive au règne de la pandémie de Covid-19. Nous allons tous combattre pour que le pays reste debout et poursuive avec hardiesse sa marche vers le développement. Nous allons tous combattre pour que l'engagement triomphe sur le fatalisme, que la responsabilité triomphe sur l'inconscience et que l'organisation triomphe sur la peur. Congolaises, Congolais, on ne va pas au combat. On ne mène pas le combat. On ne gagne pas le combat sans règles strictes à observer, sans détermination inébranlable et sans discipline de fer. À la vérité, l'observance de toutes les règles édictées, la détermination et la discipline de tous forment l'essentiel du combat. Combattre pour soi, combattre pour nous tous, c'est avant tout s'y conformer. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans Panorama Santé et Environnement. Brazzaville et Pointe-Noire constituent en elle plus de 2/3 de la population de notre pays, le Congo. Selon plusieurs experts avertis, l'épidémie amorce sa phase exponentielle dans son évolution et tout le monde doit absolument se jeter dans l'eau, comme on dit. Donc on veut parler de l'implication de tous. Beaucoup de Congolais ne comprennent toujours pas le bien fondé des mesures que le gouvernement ainsi que le ministère en charge de la Santé ont édictées. On veut parler des mesures, des barrières, bien sûr. Il sera peut-être trop tard si ces mesures ne sont pas respectées, d'autant plus que la transmission est devenue depuis un temps communautaire, c'est-à-dire locale. Le confinement reste-t-il la meilleure stratégie pour interrompre la chaîne de transmission? Que faire pendant ce confinement et quelles projections après la crise, après cette crise sanitaire, sur le plan socio-économique, éducatif, culturel? Bref, que deviendra la société congolaise après cette crise de Covid-19? Pour en parler, donc, nous avions invité pour vous 3 éminentes personnalités. Il s'agit de M. Alain Akwala-Tipo, ancien ministre et l'un des acteurs politiques de notre pays. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, merci. Merci de me recevoir. Et M. Bernard Nganzo, il est économiste, enseignant, conseiller aux institutions monétaires et financières, au ministère des Finances et du Budget. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et c'est le docteur Aristide Gilbert Nyanga. Il est spécialiste et chercheur en hygiène et épidémiologie. Il est médecin-chef de la garde républicaine. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. D'entrée de jeu, je pose la question aux spécialistes santé. Le confinement, oui, mais c'est quoi épidémiologiquement
que ça veut dire épidémiologiquement le confinement? Eh bien, merci, monsieur le journaliste. Le confinement fait partie de ce qu'on appelle des stratégies d'intervention sanitaire. Mais cette fois-ci, nous avons affaire à une stratégie de portée sociale, de portée collective. Alors, cette stratégie est dictée par l'exécutif, je veux dire par le président de la République, en vue de protéger l'état de santé de la population devant un incident, devant un événement, dans ce cas d'espèce, le Covid-19, qui est devenu déjà une pandémie. Alors, ça, c'est la définition épidémiologique. Mais ce confinement est aussi une mesure politico-administrative, aussi de portée collective, dont la vocation est celle de protéger le bien juridique, qui n'est autre que le droit à la santé de la population congolaise, devant cette urgence de portée mondiale, en vue de limiter, d'imposer la population congolaise de rester dans un espace limité. Toujours avec ce but-là de faire la protection de l'état de santé de la population. Nous avons la connotation épidémiologique, la connotation politique, mais ici, le président de la République est en phase avec deux articles, avec deux alinéas qui font partie de ce qu'on appelle les fonctions essentielles de la santé publique. Donc, je vais parler de la deuxième fonction essentielle et de la 11e, qui stipule comme quoi veiller sur la vigilance de la santé de la population, procéder par des investigations et le contrôle des risques d'une part, et d'autre part, faire le tout possible pour qu'il y ait la réduction de l'impact des émergences et des désastres, si cela seulement arrivait à se produire dans notre... Dans ces conditions, la responsabilité de la population est engagée et le professionnalisme aussi des services de santé habilités. Monsieur le ministre, quelle est votre analyse sommaire et macroscopique de cette crise sanitaire au niveau mondial? Et si vous avez des approches causales, ça pourrait être quoi? Bon, d'abord, je pense qu'il faut qu'on ait une pensée pour tous nos compatriotes qui ont perdu leur vie par rapport à cette pandémie, mais je pense beaucoup plus aux docteurs, aux médecins qui ont été au front, soignés des compatriotes, sans pour autant penser à leur propre sécurité. Et donc, moi, je pense que perdu leur vie, ceux qui ont perdu leur vie, à sauver la vie des autres sans pour autant être protégés comme il le fallait. Et donc, je pense qu'il faut qu'on ait une pensée pour eux, et j'espère qu'un jour la nation leur sera reconnaissante, notamment en transformant leurs enfants en pupilles de la nation, parce que c'est très important lorsque un chef de famille s'en va. Bon, vous savez, notre ami a fait une belle présentation, une bonne définition, à la fois sur le plan juridique et politique, de la décision qui a été prise par le président. Mais le monde aujourd'hui est face à un événement que personne ne pouvait imaginer. Et quand vous prenez la Chine, ensuite l'Italie, la France, l'Espagne, les États-Unis, ce sont, si vous voulez, historiquement parlant, des métropoles qui se sont construites après plusieurs siècles, même des millénaires. Et nous n'existons que depuis 60 ans, officiellement. Donc ce sont des vieilles civilisations qui se sont retrouvées totalement déstabilisées par ce qui est arrivé dans une espèce d'effet de sidération collective. Il faut saluer les mesures prises par le gouvernement et notamment le président, même si c'est vrai au niveau de l'opinion publique et des populations, il y a si vous voulez, un contexte de vie quotidienne qui quelque part fait en sorte qu'il y ait une espèce... Voilà, donc il y a une certaine difficulté. Mais
il faut avoir une certaine capacité à relativiser, parce que c'est la même chose aux États-Unis. Actuellement, je pense que vous avez suivi qu'il y a des citoyens qui manifestent pour qu'il y ait le déconfinement. Bon. Mais pour revenir à notre propre situation, quels sont les effets causaux? Écoutez, je ne suis pas un spécialiste, je suis l'actualité politique, économique, scientifique. On sait que c'est parti de Wuhan en Chine. Bien. Est-ce que c'est l'homme qui, quelque part, dans cette espèce de quête permanente au nom de la fameuse main invisible d'Adam Smith, où il faut qu'il y ait toujours plus, eh bien, quelque part, a créé une espèce de déréglementation de la nature? Point d'interrogation. Avec ce que le professeur Luc Montagnier parle je n'irai pas jusqu'à dire ça, oui. Mais il est clair que le système économique mondial fait d'une compétition effrénée, parce qu'il faut quand même se dire que cette pandémie succède à une espèce de guerre, pas une espèce, à une guerre commerciale que les États-Unis, bon, pour des raisons qu'on peut considérer légitimes de leur point de vue, a déclenché contre la Chine. Bien. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est un virus produit par la nature? Ça, c'est aux virologues de le dire. Moi, ce que je peux simplement dire, c'est de constater que, sur le plan de notre pays, eh bien, c'est le moment, vraiment, que nous devons faire nation. Et nous devons faire preuve de patriotisme, faire preuve de pédagogie. Et je suis heureux d'avoir sur le plateau deux experts en leur matière et je pense que ce que nous dirons ce soir sera utile pour ceux qui nous regardent. Très bien. Monsieur l'économiste, je reviens à vous. Vous avez suivi les autres. Alors, selon vous, ce serait quoi votre analyse sommaire, macroscopique? Est-ce que ce n'est pas un étalage des scénarios hypocrites de la part de tous ces pouvoirs occidentaux qui pensent dans une sorte de coalition, imposer un nouvel ordre mondial, en sachant que actuellement les économies mondiales sont en difficulté après avoir épuisé presque toutes les ressources, de la pollution environnementale, tout ça, ce ne serait pas une mise en scène? Alors, oui, je sais qu'effectivement au niveau des médias, on développe énormément de théories. Voyons les faits. Cette crise, qui est avant tout une crise sanitaire, revêt plusieurs dimensions. Il y a la dimension sanitaire, il y a la dimension sociale, la dimension économique. On est là, il faut avoir une lecture, je disais, systémique pour comprendre à la fois les causes et les conséquences. Qu'est-ce qu'on constate? Aujourd'hui, sur le plan économique, l'économie mondiale va souffrir. Il est établi qu'il y aura une crise, une récession. C'est vrai que historiquement, les récessions sont aussi l'occasion pour relancer la machine économique et généralement, après une récession, on a une forte croissance. Alors, on peut imaginer qu'on dit, OK, finalement, on génère une situation pour que derrière, il y ait une relance économique, une redistribution des cartes. Certains pensent même que la Chine a racheté quasiment pour rien les actifs des entreprises étrangères grâce à la baisse des cours. Bon, on n'ira pas jusque-là, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est de dire que voilà, cette crise-là, elle nous impacte directement. Au niveau du Congo, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que on a à la fois un double effet. On a un effet sur la baisse de nos revenus et on a un effet sur l'augmentation de nos charges. Baisse des revenus liée à la fois à la baisse du prix du pétrole, à la baisse de la production, les deux effets conjugués, donc baisse des revenus pétroliers, baisse des recettes douanières, parce qu'il y a une baisse des importations, baisse des recettes fiscales, diminution des revenus de transfert, c'est les cotisations sociales, cotisations patronales, et ainsi de suite. Et donc, ce qui est certain, c'est que nous subissons de plein fouet les conséquences de cette crise qui nous amène à remettre en cause les fondamentaux de notre économie pour pouvoir y faire face. Et là, on y reviendra certainement, c'est que dans cette démarche-là, il nous faut penser à la sortie de la crise, au nouvel ordre économique qui va s'établir, quelle est la place que nous comptons jouer,
dans le concert des nations. Et donc, aujourd'hui, il nous faut commencer à réfléchir à la gestion de la crise et aussi à la sortie de la crise. Très bien. Alors, docteur Nyanga, le confinement tel que vous l'avez défini est une stratégie épidémiologique, mise en place en réalité, entre autres, d'autres mesures, bien sûr, outre les autres mesures, pour essayer d'endiguer l'épidémie, de casser la chaîne de transmission. À mi-parcours, par rapport à votre vision, à votre analyse d'épidémiologiste hygiéniste, qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan à mi-parcours du comportement des populations, de la manière, du management même de cette riposte? Quelle est votre analyse? Quand nous scrutons la façon dont la population a reçu cette règle, ce décret, et partout où vous passez, vous vous rendez compte qu'il y a quelques défections que l'on pourrait expliquer tout simplement par la faiblesse de ce que nous, agents de santé, nous présentons jusqu'aujourd'hui dans la communication sociale. Parce qu'il faut que nous soyons responsables devant ce phénomène qui n'est pas bien enraciné, bien reçu, bien compris, mais nous sommes tous des co-responsables. Voilà pourquoi, dans nos premières émissions ici, nous avions parlé de la notion multidisciplinaire. Et nous avions évoqué la gestion axée sur les compétences. Parce qu'on pouvait avoir la volonté politique, évidemment, quand il y a défection des autres composantes, ça va compromettre tout ce que nous avons comme stratégie. Alors ici, il faut dire tout simplement qu'il n'est pas trop tard. Au niveau des populations, oui, il n'est pas trop tard. S'il y a à réorganiser, ce serait quoi? Il n'est pas trop tard. Il faut tout simplement dire à la population que le confinement, c'est une affaire de tous. Que le confinement, c'est une invite envers tous les Congolais au savoir-faire, au savoir-être et savoir-vivre, c'est-à-dire bien appliquer les mesures barrières. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Le Congolais devrait s'approprier de ce message-là pour que, au niveau de son boulot, donc au travail, qu'il y ait une sorte de réflexe, d'automatisme à la maison et aussi dans nos quartiers. Au niveau de tout ce qui est centre professionnel, qu'est-ce que le Congolais devrait faire? Insister sur la communication et la sensibilisation. C'est très important. Communiquer et sensibiliser sur les mesures barrières et de façon non-stop. Deuxième démarche, faire le tout, mobiliser toutes nos forces pour qu'il y ait une sorte de pratique rituelique des mesures barrières. Parce qu'on peut sensibiliser, on peut communiquer, mais si ça reste à l'échelle d'une information, ça c'est une vue de l'esprit. Or, nous, en épidémiologie, ce que nous poursuivons, c'est la naissance, l'accouchement de la perception, c'est-à-dire information, pratique et habitude. Voilà. Donc, c'est ce que... La triade de la communication sociale. Donc, insister. Mais tout le monde est informé. Insister sur ça. Au niveau de la pratique, on a comme l'impression que tout le monde ne suit pas. Est-ce qu'il n'y a pas des insuffisances de part et d'autre? Je prends le cas de la gestion des marchés domaniaux. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes ces femmes-là ont des moyens, par exemple, de porter les masques, puisque les scientifiques nous démontrent que l'une des voies de transmission les plus importantes, c'est la voie aérienne. Donc la protection
des voies, la voie nasale et la bouche s'avère indispensable. D'ailleurs, voilà. Je pense qu'effectivement, il y a notre contexte social. Il y a une réalité structurelle, économique et sociale. Donc, ce qui nous arrive est effrayant. Je pense que les populations comprennent maintenant. Qu'est-ce qu'elles attendent? Première chose, il faut nous doter en équipement et en masques. Je vois maintenant un certain nombre de députés le faire. Ce n'est pas suffisant, parce que la population est quand même importante. Il faut qu'il y ait un engagement national il faut, dans ce sens. Voilà, quand je parle de mobilisation générale. Et ensuite, il y a, si vous voulez, la quotidienneté économique des populations. Vous parlez de ces mamans. Nous savons qu'il y a des gens, des foyers qui vivent au jour le jour. Bien. Comment faire en sorte qu'il y ait des mesures d'accompagnement social qui accompagnent justement le respect de ces... La mise en œuvre de ces mesures barrières. La mise en œuvre non seulement des mesures barrières, mais surtout la construction de la riposte. J'ai entendu, je crois, le ministre Mongala dire qu'on construit la riposte en marchant. C'est-à-dire qu'il y a une adaptation du gouvernement. Et c'est là que je note quand même une décision importante, c'est le ministre des Affaires sociales, la ministre des Affaires sociales, qui a prévu, je crois, mettre à la disposition, après identification, monsieur l'économiste qui est au ministère des Finances, on parle de 100 familles. Je ne sais pas si c'est... On parle de 100 familles. C'est un point de départ. Est-ce que 100 familles... C'est un point de départ. Quels sont les critères de sélection? Tout ça, ça pose énormément de problèmes. Je sais que lorsque on n'est pas en responsabilité, on a le privilège d'occuper le ministère de la parole et de la critique. Mais la critique, elle est nécessaire. Mais replaçons-nous quand même dans ce contexte qui est en réalité une guerre mondiale. 2 millions de personnes atteintes au niveau du monde. Vous vous rendez compte? C'est considérable. Bien. Donc, je crois qu'il y a, comment dirais-je, un point de départ de la part des décideurs. Il y a une espèce d'enchaînement pris par les députés. Nous avons des experts qui sont là. Je crois qu'il n'y aura pas une expertise de trop pour pouvoir justement réfléchir pour faire face à cette situation de pandémie où les experts disent que nous ne sommes, et peut-être vous pourrez le confirmer, nous ne sommes pas encore arrivés au pic. Donc nous sommes encore au point de départ. Là, c'est discutable, monsieur le ministre, parce que est-ce que le Congo a suffisamment de moyens de diagnostic de tous ces cas? Quel est le système de surveillance épidémiologique mis en place? C'est une déclaration de l'OMS. Ça fait débat. Et on peut se rapprocher aussi de ce que nos amis de la RDC ont dit, qu'ils craignent un pic courant mai. Dans la courbe épidémique de tous les phénomènes de santé publique, vous avez, la première phase, c'est la croissance. Ouais. Et dès que vous atteignez l'apogée, c'est ce qu'on appelle le pic. Exact. Donc, tôt ou tard, le pic viendra. Ouais. Mais actuellement, nous ne sommes pas encore arrivés. La courbe est encore à 100. C'est ça. Mais une fois qu'on atteint le pic, il y a la phase en plateau. Et à partir de la phase en plateau, s'il y a des interventions d'ordre communautaire, telles que la vaccination, où les gens ont eu à atteindre cette immunité collective, automatiquement, il y a une décroissance. Une question, monsieur l'épidémiologiste. Les chercheurs sud-coréens évoquent la possibilité de la réactivation du virus chez les sujets guéris. Ça veut dire que il y a la possibilité que ceux qui en guérissent ne soient pas immunisés. Est-ce que ça ne complique pas toute l'équation en termes de plateau, de pic? Le plateau, la courbe épidémique n'est que l'évolution chronologique de toute épidémie. Okay? Mais ici, il faut se dire une chose, que nous sommes devant une maladie émergente qui apparaît dans la souche virale apparaît pour la première fois. Bien que cette maladie présentait déjà une sorte de condition, de caractéristiques qui présageait déjà sa flambée imminente pendant au moins une décennie. Mais
ce qui est vrai, c'est une maladie émergente. Donc personne ne peut aujourd'hui venir dire qu'il connaîtrait de fond en comble sur le plan physiopathologique, sur le plan pathogénique, sur le plan épidémiologique. Non. Donc sur la base de ça, évidemment, il faut que les décisions soient évidemment assujetties à ce qu'on appelle l'évolutivité. Donc tout sera dynamique. Oui. Rien ne sera statique. Mais cela ne nous empêche pas aussi de regarder des choses de face pour dire que non, ici, on peut ajuster, ici, on peut apporter telle touche. Avec Donc, les mots simples, oui. en votre qualité d'épidémiologiste, s'il faudrait essayer de parler des attitudes, comportements que les populations doivent promouvoir dans le cadre de maximiser l'efficacité du confinement, vous diriez quoi? Ben, moi, je vais me placer devant la population congolaise pour situer la chose sur 3 compartiments. Le premier compartiment, notre attitude, là où nous travaillons, notre attitude dans nos maisons, notre attitude dans nos quartiers. Essayez un peu de sillonner les quartiers. Voyez ce qui se passe. Les gens n'ont pas la notion de la distance protectrice. Pour eux, le confinement, c'est le congé anticipé. Donc, ça veut dire quoi? Il n'y a rien Mais là. quand nous avons détecté ces faiblesses, mais nous avons aussi une attitude qui nous dit, en épidémiologie, détection, réflexion, action. Nous avons détecté, nous réfléchissons. Et pour agir, évidemment, comme je disais, rebooster la communication sociale, faire la sensibilisation, faire que les gens se passent à l'acte, pour ne pas que ça soit seulement de la tchatch, mais bien fondé du confinement, partout. C'est très important. Monsieur le ministre, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas adopter un peu les mesures à la chinoise avec un peu de l'autoritarisme? Parce que si les Chinois aussi ont réussi, hein, c'est parce qu'ils ne sont pas aussi démocratiques que possible. Les Chinois sont un peu disciplinés. La Chine a plus de 5000 ans d'existence. La Chine est un empire. Et certes, il y a un parti communiste, mais en réalité, Xi Jinping est un empereur. Et donc, dans la culture chinoise, il y a une place très importante laissée à la discipline collective. Et vous savez que culturellement, ce pays, l'individu ne passe pas avant les autres. C'est la collectivité qui passe avant l'individu. Donc, politiquement plutôt, au niveau de notre pays, je pense que les acteurs politiques, aujourd'hui, doivent élargir le compas de leur réflexion. Parce que cette situation est un défi considérable à notre intelligence collective. Et nous avons, pour une fois, je crois, monsieur a dit que souvent les crises deviennent une opportunité pour réfléchir nation. Parce que, historiquement parlant, je dirais que dans le récit national de la construction de notre État, de notre nation, il s'est fait sur la base de quoi? Ce qu'on a vécu dans les années 59, etc. Après, on a eu cette période du parti unique, où le Congo a le sentiment d'être un, parce qu'on était dans une lutte contre, disons, l'impérialisme. On était pour l'indépendance de l'Angola, la Namibie, le Mozambique, l'Afrique du Sud, libération de Mandela. Nous étions jeunes à cette époque-là. On avait l'impression d'être un seul peuple et un seul pays. Mais lorsque la démocratie arrive, on a du mal à trouver un substrat qui fasse que les acteurs politiques se disent « Nous avons là un dénominateur commun en-dessus duquel nous ne descendons pas parce que c'est le Congo. » Mais malheureusement, à quoi nous assistons? Alors il faudrait peut-être congoliser la démocratie sur les bases... Mais justement, c'est pour ça que je dis que... Parce que c'est ça la grande question aujourd'hui. Les Chinois réussissent ces défis. La congolisation de la démocratie, je dirais beaucoup plus à une espèce de réveil de l'esprit patriotique que devrait insuffler... Basé sur nos us et coutumes. Bien sûr, que devraient insuffler les leaders politiques. Donc, j'ai entendu le leader de l'opposition faire une proposition. Je trouve que c'est une bonne démarche. Donc, je pense que c'est un moment où, réellement, nous devrions tous nous retrouver et dire on laisse nos petites ambitions personnelles à l'écart et on pense véritablement. Penser nation, est-ce que, monsieur l'économiste... Alors, d'abord, la première chose, c'est déjà, aujourd'hui, on n'a pas eu le confinement. La difficulté à mettre en œuvre, mais
quels sont les problèmes qu'il y a derrière? A-t-on apporté des solutions à ces problèmes pour rendre le confinement efficace? Si les gens doivent chercher à manger tous les jours, vous avez beau prendre des mesures coercitives, ils vont sortir pour aller chercher à manger. Donc, il faut rechercher l'efficacité des mesures d'accompagnement. Aujourd'hui, sur le plan mondial, c'est ce qui se passe. Sur le plan mondial, on a vu qu'au niveau du G8, G20, on s'est réunis, on a demandé des moratoires sur la dette du Congo, le FMI a essayé d'apporter un soutien, la Banque mondiale, les banques centrales interviennent, d'accord? Il y a eu un certain nombre de mesures, des mesures d'ordre économique, des mesures d'ordre fiscal, il y a tout un ensemble d'outils qu'on a mis en place. Mais j'aurais revenu sur 2 points importants. Au Congo, on a mis en place 2 fonds. Le fonds d'urgence, et le Fonds national de solidarité. Ce sont des outils d'accompagnement qui vont permettre de pouvoir rendre le confinement efficace et accompagner les populations. Donc, il y a des mécanismes à mettre en place. Alors, je vais juste prendre un point important. La Banque centrale vient de mettre en place un dispositif en disant, OK, nous avons une population qui utilise beaucoup Internet. Comment lutter efficacement contre le coronavirus en utilisant des pratiques? C'est de favoriser l'utilisation de la monnaie électronique. Exact. Et des moyens de paiement digitaux. Est-ce que déjà, en termes de pourcentage de ceux qui utilisent, on a des chiffres? Bien sûr, attendez, le mobile money. Mobile money, Airtel Money, tout ça. Attendez, nos parents t'appellent, ils disent non, fais-moi mobile money. D'accord? Et donc, lorsqu'on touche les billets de banque, ce sont les mécanismes, ce sont les moyens de transmission. Alors, quelle approche anticipative, puisque vous avez déjà commencé, quelle approche anticipative post-crise sanitaire corona? C'est très important d'y penser aujourd'hui. Tout en prenant des mesures pour ajuster la crise actuelle, nous devons déjà aussi prévoir les éléments liés à la sortie de la crise. D'abord, il est certain qu'au sortir de la crise, on rentrera dans une phase d'austérité. C'est inéluctable. Nous avons aujourd'hui en train de voter un budget rectifié qui va se traduire par une réduction des ressources et des dépenses. Et donc, actuellement, il faut déjà commencer à réfléchir comment relancer la production locale. 2, comment favoriser les mesures pour une meilleure inclusion financière pour permettre à la population de pouvoir exister. Aujourd'hui, on a une économie informelle. Aujourd'hui, les gens n'ont pas l'argent, ils vont sortir. Mais comment on peut faire? Quel est le rôle des institutions de microfinance pour accompagner les parents qui sont là? Quel est le rôle des banques pour accompagner les entreprises? Et donc, il faut commencer à se sur l'ensemble des outils qui doivent permettre d'accompagner cette fameuse diversification économique qu'il faut mettre en œuvre en favorisant une production locale capable de satisfaire nos besoins élémentaires. Dernière chose, il faut, dans cette approche prospective, savoir que l'intervention de l'État sera limitée, parce que les ressources de l'État sont limitées par définition. Quelles sont les solutions alternatives que l'on peut mettre en place, sachant bien sûr que nous sommes en programme avec le FMI, et donc nous devons avoir une sorte de discipline budgétaire. Et donc, je considère qu'aujourd'hui, c'est l'occasion ou jamais de commencer à réfléchir sur une meilleure allocation des ressources que nous avons, parce qu'il faudra favoriser certains secteurs à la sortie de la crise, et il faudra savoir finalement comment on peut soutenir la population pour relancer la demande intérieure, pour soutenir les entreprises, pour soutenir le secteur bancaire qui doit accompagner bien sûr la relance économique. Avant de passer à l'épidémiologie, j'ai encore une question. Dans le cadre justement de ces allocations, compte tenu des faiblesses affichées aujourd'hui par le système de santé congolais, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a eu aussi des faiblesses dans ce sens? Le secteur sanitaire a été le maillon faible. On a des médecins qui sont sous-payés, des médecins qui ne sont pas payés, des impayés, les structures sanitaires fragiles. Voilà. Il ne faut pas repenser à tout ça. Les secteurs prioritaires, en sachant qu'aujourd'hui, la possibilité
de ces genres de guerre sanitaire peut arriver à tout moment? Alors, ça me rappelle, comme disait, je crois qu'elle est chercheuse, elle disait finalement, on paye les joueurs de football des millions Exact. de milliards, Exact. et maintenant que le coronavirus, on cherche des chercheurs. Exact. Voilà. Je crois qu'à un moment donné, ça nous amène à repenser la hiérarchie des valeurs et des métiers. Je crois que le secteur de la santé a bien sûr une dotation budgétaire qui n'est pas suffisante. Il faudra faire un effort, mais en même temps, il faut rationaliser notre mode de gestion du secteur de la santé. Peut-être revoir la rémunération des médecins, parce que c'est quand même important. Il faut la revoir. Je crois que c'est important. Et je pense en même temps aussi, dans les perspectives, il faudra prévoir des filets sociaux. Parce que ça, c'est important. Aujourd'hui, vous avez la Banque mondiale qui appuie le dispositif de Lusunghi. Ouais. Il faut voir comment on peut élargir ça. Mais en tout cas, en matière de santé, je crois qu'il faut à la fois renforcer les moyens financiers, mais aussi faire un effort pour rationaliser, parce que je pense qu'en termes fonctionnels, en termes de gouvernance de système de santé, il y a des améliorations à apporter. Alors, docteur, quelle approche épidémiologique pour un confinement réussi? En voyant un peu ce qui se passe à l'heure actuelle, forcément il y a des faiblesses, tant au niveau des populations qu'au niveau des professionnels de santé. Je voudrais parler en faisant un focus particulier sur ce qui nous est capital. La protection de l'état de santé de la population. Alors, regardez que le confinement est déjà là. Mais ici, nous n'allons pas venir pour faire un procès Exact. de ce qui se passe, Exact. parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Alors, ce que moi je peux dire, j'insiste sur les canaux qui existent. Il suffit tout simplement d'harmoniser ces canaux et, étant donné que même le confinement, il est évolutif, il est dynamique, il n'est pas statique. OK? Nous pouvons regarder aujourd'hui qu'est-ce qui ne va pas. Exact. Quelles sont les faiblesses? Quelles sont nos forces? Et sur la base de ça, nous allons bâtir une stratégie. Mais qu'à cela ne tienne, le confinement, je disais que ça fait partie de la stratégie d'intervention sanitaire. Alors, si nous avons eu à mettre sur pied cette stratégie, mais la stratégie, donc tout ce que nous faisons en épidémiologie, doit être évaluable. Parce qu'on la planifie, on l'exécute, il faut l'évaluer. Maintenant, pour l'évaluer, nous pouvons aussi apporter notre pierre à l'édifice, pour lui apporter des standards de qualité et de quantité. Exemple, que voulons-nous avoir comme standard au terme de notre confinement? Mais ces standards doivent être chiffrés. Je prends un exemple. Nous pouvons dire que nous voulons qu'au terme de notre confinement, que nous puissions maximiser le dépistage actif et passif au sein de la population pour que nous puissions, exemple, détecter 90% des cas confirmés. Ça peut se faire. Il y a des pays qui ont eu à marcher sur ces canevas et qui aujourd'hui sont vus comme des modèles. Je vais parler de la Corée du Sud. Oui. OK? Donc, si on n'a pas chiffré les objectifs, ça va être très difficile. On va arriver au final, on va se dire oui. Parce que mais le but du confinement, c'est quoi? C'est une contrainte. On contraint la population à demeurer dans un espace limité. Mais parce qu'en le faisant, nous sommes en train d'agir sur la triade écologique. Parce que quand la population est quelque part dans un espace limité, mais il n'y a pas le risque d'exposition à l'agent causal, parce que l'agent causal, c'est le Covid. Mais si vous êtes quelque part, donc automatiquement, on amoindrit le risque d'exposition au Covid. Le président de la République a évoqué le vocable responsabilité. Monsieur le ministre,
Est-ce que, outre toutes les explications qu'on peut donner sur ce concept confinement, est-ce qu'il n'y a pas aussi la responsabilité du Congolais en ce moment-là? Mais il faut donner aux Congolais les moyens d'assumer ses responsabilités. Nous vivons dans les quartiers. Avant d'être ce que nous sommes, nous avons pris les foula-foula, nous avons mangé les coupés-coupés, on a tout fait. Bien. Dans la mémoire collective, le citoyen lambda, qui a du mal à boucler ses fins du mois, qui n'a pas de travail, il est dans une attitude un peu de réticence et de révolte. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Oh, Vialino, tu vis pas qu'à 5 jeunes, tu vis pas 4 mars, Covid, il peut tout coup à PKK. Voyez? Donc il y a quelque part une espèce de désespérance. Désespérance. Maintenant, pour revenir à la responsabilité. Oui, le président a parlé de la responsabilité. Il y a la responsabilité globale, la responsabilité individuelle. Mais moi, je reviens à la responsabilité politique. Politique en tant que politique avec grand P, P majuscule. Politique en tant que, comment dirais-je, moyen de gérer les hommes, la société, le pays. Nous devons replacer l'homme au centre de nos intérêts. Au centre de l'action politique. À travers quoi? Notre ami l'a développé. Mais ça va être quoi? Ça va être un défi sur le plan de la sécurité alimentaire. Nous importons entre 300 et 500 milliards de francs CFA d'aliments. Ça veut dire que ce pays-ci a une capacité de consommation à un marché intérieur, et peut-être un peu sous-régional, de près de 500 milliards de francs CFA par an. D'où la nécessité justement d'engager cette diversification de l'économie, mais en s'appuyant sur des secteurs prioritaires, celui de l'agriculture et de l'élevage, pour permettre justement à un peuple de manger et de se nourrir. Parce qu'un peuple qui ne se nourrit pas, qui ne produit pas ce qu'il mange, n'est pas un peuple libre. Il y a le défi sanitaire, la sécurité, d'une manière générale. La sécurité alimentaire. Justement. Et donc, ça veut dire que dès maintenant, il va falloir jeter les bases d'une réflexion, parce que le confinement, il est physique, mais pas intellectuel. Voilà. Il faut utiliser cette période pour pouvoir réfléchir justement sur ce que nous voulons faire de notre pays. Et les pistes qu'il a données, notamment sur la poursuite des négociations avec le Fonds monétaire international, sur les cas de la communauté financière internationale, ces filets sociaux qu'on pourrait obtenir, il faut que nous ayons une capacité aussi à faire du lobbying, ce que les amis de l'Afrique de l'Ouest ont réussi à faire. Si il faudrait parler des réflexes prioritaires à développer auprès des ménages, des chefs de famille, des Congolais, pour essayer déjà de se préparer à une adaptation à la situation post-crise sanitaire, vous étant économiste, vous évoquerez quoi? Alors, en termes de réflexe, moi je passerai d'abord par l'État. Le ministre vient de parler effectivement de la politique. Nous sommes dans un pays dans lequel les décisions politiques impactent directement la vie des citoyens. Oui, mais la politique est dans tout, mais tout n'est pas politique. Hein. Tout à fait. Oui. Politique avec grand P, comme il vient de le dire. D'abord, il nous faut d'abord profiter de cette occasion pour avoir une certaine optimisation dans l'utilisation de nos ressources budgétaires. Il faut qu'on apprenne à gérer avec peu pour faire mieux. Ceci est valable pour l'État, ceci est valable pour les ménages. Et donc, pour répondre directement à votre question, les réflexes qu'il faut avoir. Moi, je sais qu'aujourd'hui, quand on a 10 francs, on dépense, on dit demain on verra. La première chose qu'il faut faire, c'est déjà se dire que si j'ai 10, pendant combien de temps je peux tenir avec les 10 ? Sachant que le prochain 10 que je vais recevoir, ça va être dans 10 jours, dans 20 jours. Donc, si j'ai 10 et que je dois tenir 10 jours, ça veut dire que je dois dépenser 1 par jour pour tenir pendant les 10 jours. Donc, il faut que la culture
de la gestion financière, la gestion budgétaire intègre le ménage le quotidien, que nous n'avons pas. On parle un peu de la reconversion de toutes nos stratégies en se basant sur la nation. À ce titre, on ne voit pas la contribution de la médecine traditionnelle dans ces genres de riposte. En tant qu'épidémiologiste, c'est un maillon à négliger ou à capitaliser en ce moment où tout est un peu biaisé avec la recherche médicale. Nous sommes toujours consommateurs de la recherche des autres à ce niveau. Qu'est-ce que vous pouvez... Oui, est-ce que je voudrais raconter une anecdote pour vous montrer l'importance de la médecine traditionnelle. J'arrive de France, j'ai ma petite société et je côtoie des journalistes. Et je connais un journaliste qui était le correspondant de la radio sud-africaine. Et il fait un sujet sur les tradis praticiens. Et je lui dis, mais moi j'ai un oncle qui fait ça. Ah bon? Mouissi Kasso, le père de Serge Mouy, frère du roi de Mbaya, et qui avait créé une société qui s'appelait Tissako, au bord du fleuve. Personne, il a été... il a disparu depuis. Et donc, lorsque ce correspondant de la chaîne nationale sud-africaine a fait un sujet sur cet homme, a été visiter ses ateliers, quelque temps après, sans que je le sache, il a été invité par l'Afrique du Sud à participer à un congrès que les Sud-Africains avaient organisé pour voir comment est-ce que les Africains pouvaient quelque part aller rendre, comment dirais-je, scientifique, rendre scientifique cette espèce de patrimoine insondable. Justement, c'est pour cette raison que je pose la question à l'épidémiologiste qui, en réalité, dans la déclinaison de ses prérogatives, il a aussi ce côté-là. Est-ce que ce n'est pas une faiblesse ou une mission d'un maillon aussi important dans la riposte? La science tire ses origines dans quel espace? Quand vous voyez, exemple, le symbole des sciences médicales, vous voyez, il y a le caducée d'Esculape. Mais ça veut dire quoi? Le caducée, vous allez voir, il y a un bâton. Ce bâton, c'est du bois. Et il est surplombé d'un miroir. Mais tout est symbolique. Et tout autour du bâton, vous avez un serpent qui s'enroule. Et ce serpent, quand on voit la mythologie grecque, mais c'est quelque chose qui a trait avec la personnalité de Asclépios. Asclépios, c'est le dieu des sciences médicales. Mais ce serpent qui s'enroule tout autour du bâton apporte dans sa bouche une herbe mystérieuse. Et c'est à partir de là commence la médecine. Maintenant, qu'est-ce qui se passe chez nous? Dans tous les pays où les gens ont vraiment des plans stratégiques, il y a ce qu'on appelle le respect des déterminants sociaux de la santé. C'est-à-dire, ça a commencé depuis le Canada. On appelle ça le modèle de Lalande. Il n'était pas un médecin, mais il était un ministre. Il se dit, mais comment puis-je organiser mon système de santé? Il va mobiliser les sachants et ces sachants vont venir avec des approches de solutions. Alors, qu'est-ce qu'ils vont définir? Que pour qu'il y ait santé dans un espace géographique, il faut qu'il y ait la prise en compte de l'environnement. Il faut qu'il y ait la prise en compte de ce qu'on appelle la biologie individuelle. Donc, les particularités biologiques individuelles. 3, il faut qu'il y ait la prise en compte de l'attitude. Et enfin, il faut qu'il y ait la prise en compte de l'organisation du système de santé, des services de santé. C'est très important. Maintenant, pour parler autrement, comment se structure, comment se stratifie la médecine, le système de santé? Il y a niveau primaire, secondaire, tertiaire. Au niveau primaire, on fait quoi? Ce n'est que la promotion et la prévention. Niveau secondaire, on fait quoi? Le diagnostic précoce et le traitement souverain des maladies. Niveau tertiaire, on fait quoi? On fait évidemment
la lutte contre l'incidence des séquelles et des invalidités. Il y a aussi la recherche. Maintenant, dans l'approche, dans la prise en charge de toutes les maladies, nous disons ceci. Grosso modo, il y a des mesures pharmacologiques et des mesures non pharmacologiques. C'est ce que la Chine a réussi à faire avec Maintenant, sa médecine nous, traditionnelle. dans notre formation, en 4e année, nous avons appris ce qu'on appelle la médecine alternative. Très Donc, bien. évidemment, Très bien. si aujourd'hui, on peut, je vous ai dit que nous sortons d'un institut où nous avons évidemment des capacités managériales. Si seulement on peut mettre les choses sur la table, on dit, que voulons-nous de notre système? Il y a beaucoup, on a beaucoup de canevas de travail et on peut faire... On peut faire Oui, on peut mieux ajuster. si C'est pas seulement de la fatalité. les compétences seront On peut utilisées en dehors de toute pression politique, la gestion patriotique des compétences. Mais Avec je beaucoup de demande choses, rapidement, puisqu'on est pratiquement en chute là, la conclusion, très sommairement, si vous avez une conclusion à faire par rapport à cette émission, par rapport au point que nous avions déjà évoqué, bien qu'on n'a pas tout épuisé. Je voudrais, monsieur le journaliste, dire à la population congolaise que le confinement, il faut que nous le recevions comme un salut. Le confinement, c'est une affaire de tous. Tous, nous devons nous mobiliser comme un seul homme. Indépendamment de tout ce que nous avons comme souci, comme faiblesse, nous devons nous mobiliser parce que le confinement n'est pas éternel. Ça passera. Et on en a besoin, évidemment, pour apporter, tant peu soit-il. Mais c'est une condition pour réussir, évidemment. C'est ça. Donc, on l'une a des besoin. conditions pour C'est ça. dire. C'est une invite au patriotisme, invite à la mobilisation et à comprendre que on peut le faire. C'est à notre portée. C'est à Si notre nous portée. mettons en avant C'est la à notre responsabilité. Monsieur Bernard. Écoutez, moi, tout ce que je peux dire à ce sujet pour conclure, c'est que nous avons là un défi. Un défi que nous devons relever à tous les niveaux. Et que pour relever ce défi-là, il faut qu'il y ait la contribution de tous les acteurs, de l'État, des entreprises et des ménages. Et je pense que finalement, cette crise est aussi une opportunité pour remettre en cause notre modèle social et qu'avec la contribution des différents acteurs, en particulier de l'État, qui doit prendre en compte des mesures d'accompagnement indispensables pour rendre le confinement efficace, nous serons capables de pouvoir sortir de cette crise. Et c'est maintenant que nous devons déjà commencer à réfléchir sur les modalités de déconfinement, parce que c'était tout un processus, et quelles sont les mesures sectorielles qu'on doit prendre en compte pour rendre, bien sûr, cette sortie efficace Déjà, et favoriser la faire croissance. la contextualisation de la projection par rapport au contexte actuel, monsieur le ministre. Non, moi je pense que je suis très heureux de découvrir des compatriotes qui ont une expertise très pointue. Je dirais franchement que nous devons tous être solidaires du gouvernement, solidaires du Premier ministre, solidaires du Président de la République, parce que c'est une épreuve considérable. Nous ne savons pas encore jusqu'où cela va pouvoir nous entraîner. Mais il faut aussi, je crois, que dans cette période comme celle-ci, que le gouvernement identifie aussi des personnes ressources, telles que je viens de découvrir, qui pourraient également devenir, entre guillemets, des apporteurs d'une valeur ajoutée au niveau de la réflexion d'ensemble et surtout de l'action du gouvernement. Et je reste persuadé qu'en dépit de cette espèce de crainte que nous avons tous, c'est une épreuve que nous pouvons surmonter, mais en la surmontant, je pense qu'il y aura un nouvel état d'esprit qui émergera dans notre pays. Merci à vous, chers invités. Merci à vous, chers téléspectateurs. Qu'est-ce qu'on peut dire? Sinon, au prochain numéro, au revoir et au prochain numéro.